encore. Non, j'ai failli vous dire bonsoir, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'il est 8h17, nous avons le temps. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Vous présidez le Conseil régional de Normandie. Nous sommes confrontés à beaucoup de questions dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a commencé très lentement, il faut bien en convenir, il y a une dizaine de jours. Une question concrète, je ne sais pas si vous avez la réponse, Hervé Morin, combien de personnes sont vaccinées déjà, d'ores et déjà dans votre région? Est-ce que vous le savez? Je dirais, allez, quelques dizaines ou une centaine. Les EHPAD, par exemple. Alors les EHPAD, écoutez, manque de vaccins. Pour l'instant, les vaccins commencent à arriver. Il y a eu un début de vaccination sur le CHU de Rouen. Je crois savoir que les vaccins sont arrivés hier au CHU de Caen. D'accord. Je profite pour dire qu'ils sont arrivés alors que le DG du CHU ne savait même pas qu'ils arrivaient, quoi. Ça montre à quel point tout ça... Du centre hospitalier. Du centre hospitalier universitaire. Bien, donc ils sont arrivés 24 heures avant la date qu'on lui avait donnée, donc ça montre à quel point tout ça est parfaitement huilé et organisé. Oui. Mais au-delà de ça, désormais les professionnels de santé, notamment les libéraux, sont mis autour de la table parce que sinon il n'y a pas de possibilité de mener une campagne de vaccination massive. Et donc ce que je crois savoir, c'est qu'on va commencer à vacciner des EHPAD à partir de la semaine prochaine. Et j'en profite pour le dire, ce qui montre à quel point ce document de 45 pages était absolument ubuesque. Document de 45 pages émis qui était le ministère de la Santé, validé par le Conseil de défense, etc., etc., donc validé par Emmanuel Macron. Oui. Tout ça prévoyait notamment une consultation prévaccinale 4 jours au minimum avant la vaccination et que tout ça va être abandonné et que la consultation aura lieu juste avant la vaccination. Donc on voit bien à quel point on est... Ça partait d'un bon sentiment. Mais lequel? Quand vous faites vacciner contre la grippe, on vous fait une consultation prévaccinale? La grippe, on connaît ça. Non mais quel est le sujet? Le sujet, c'est la méfiance des gens vis-à-vis. Non mais il y a 40% des Français qui veulent se faire vacciner, donc il y a largement de quoi vacciner toutes celles et tous ceux. Il y a largement suffisamment de personnes pour faire en sorte que la totalité de nos doses soit utilisée. Donc je ne vois pas pourquoi trop de prudence. On irait créer des protocoles. Attendez, moi j'ai un père qui est dans un EHPAD. Vous avez un père qui est actuellement dans un EHPAD? Oui, j'ai mon père qui est dans un EHPAD. Donc je vois quel est l'environnement d'un EHPAD. La double autorisation des enfants pour faire en sorte que la personne puisse être vaccinée. Vous imaginez ce que ça représente en termes administratifs, avec des délais, là aussi, de rétractation. Ce qui veut dire que quand des médecins et des infirmières vont arriver dans une maison de retraite, il y aura deux populations, ceux pour lesquels on aura obtenu l'accord parce qu'ils peuvent le donner, ceux pour lesquels on aura pu récupérer la famille pour pouvoir donner l'accord, et les autres. Mais ce sont quand même des médecins qui ont mis au point ce protocole, accepté par le gouvernement. Mais pour tenir compte de la vie des patients on a des politiques qui sont otages de la bureaucratie. On a des politiques qui, globalement, avalent ce qu'on leur présente. Pardon, le rôle du politique, c'est de dire, c'est moi le patron et on va mettre en place des dispositifs qui marchent. Je continue à dire qu'une campagne de vaccination massive où on confierait au préfet, autorité de l'État dans le département, le soin d'organiser les choses avec les professionnels de santé et les libéraux, bien sûr les hospitaliers et enfin l'ensemble des collectivités locales, c'est une campagne qu'on peut mettre en place en quelques jours. On a tout pour ça. On a cette armée de l'ombre que représentent les réseaux des collectivités locales. On a la capacité de pouvoir immédiatement libérer des espaces, les salles des fêtes, les gymnases, les collèges, les lycées, où on pourrait dédier des salles et des espaces pour ça. On a, nous, le réseau de transport. Tous les matins, nous transportons avec des dizaines de milliers de bus en France les jeunes qui partent dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc, on a, bien sûr, parce que pour acheminer les personnes âgées qui sont à domicile dans des centres de vaccination, on pourrait le faire facilement. On pourrait mettre en œuvre l'ensemble des associations qui participent tous les jours à la solidarité locale, etc. Tout ça existe, tout ça est facile à mettre en œuvre. Et on a créé un modèle dans lequel on a fait confiance en personne
Et au bout du compte, on a ces chiffres pathétiques du niveau de vaccination. Parce que derrière ça... Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de 5 ou 6 centres par département d'ici à 15 jours. C'est une bonne mesure pour corriger le plan que vous évoquez, Hervé Morin? Mais oui, mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Oui, d'accord, mais maintenant, il y a ça 2 va être fait. Non, mais je veux dire, c'est oui, ça, d'accord. Je veux dire, c'est quand même pas très compliqué de se dire qu'il y a le service public de proximité, il est assuré par les collectivités locales. Pourquoi on ne nous a jamais consultés? Tout est loupé dans la gestion de cette crise. Vous disiez l'autre jour, Olivier Véran, les tests... Non mais Olivier Véran, la suffisance d'Olivier Véran, hier encore sur une radio que vous connaissez bien, franchement, son tweet d'hier soir en disant « on a vacciné 5000 personnes ». Si c'est la vérité. Enfin, il ferait mieux de le garder, son tweet. Ah bon, pourquoi? Franchement, c'est quand même assez pathétique d'afficher des chiffres qui sont, au bout du compte, absolument médiocres et mauvais. Moi, ce que j'entends... Attendez, Jean-Michel Apathy, d'accord, mais regardez, on est en dessous du Costa Rica. Et alors? Bon, écoutez, si vous considérez qu'une des plus grandes puissances économiques du monde, un pays dans lequel la dépense publique est la plus élevée du monde occidental, où on évoque en permanence la suradministration du pays, est incapable de mettre en place une campagne de vaccination qui l'amène à faire des scores meilleurs que l'Argentine ou le Costa Rica, voilà. Ça fait que démarrer, je veux dire, Oui, mais Jean-Michel Apathy, à chaque fois que... Jean-Michel Apathy, à chaque fois que vous ne vaccinez pas, vous mettez en danger des hommes et des femmes qui, s'ils avaient le vaccin, seraient protégés. Donc déjà, il y a une question simple. Est-ce que on évite des morts, en quelque sorte, en vaccinant le plus rapidement possible? Deuxièmement, la question, c'est la reprise de l'activité économique. Et troisièmement, c'est la question de l'arrivée du virus mutant qui est le fameux virus britannique. Tous ces sujets nous amènent à une équation simple. Il faut vacciner le plus massivement possible et le plus rapidement possible. Et moi, je vais vous dire, je suis en discussion avec un laboratoire pour faire en sorte que lorsqu'il y aura en effet plus de vaccins produits à travers le monde, nous puissions, nous, régions, acheter des vaccins et faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui vont bosser le matin puissent être vaccinés s'ils le souhaitent. Et avec quel argent vous l'achetez? Avec l'argent de la région. Mais je sais pas, l'argent de la région, il est déjà... Mais monsieur Apathy, ma région... Et puis si l'État achète des vaccins, oui, eh bien, si les régions... Non, mais Jean-Michel... Il n'y a pas un risque de gaspillage, il ne faut pas se centraliser. Non, gaspillage, pardon de vous dire, mais quand en avril dernier ou mai dernier, les entreprises m'ont dit on ne peut pas reprendre l'activité parce qu'on ne peut pas protéger nos salariés parce qu'on n'a pas de masques, j'ai acheté 4 millions de masques et j'ai fait en sorte qu'en 5 jours, toutes les entreprises qui souhaitaient avoir des masques puissent les avoir. Vous provisionnez combien d'argent pour acheter des vaccins? Eh bien, je suis en discussion, je vous dirai tout ça, vous me réinviterez pour que je le chiffre pour l'instant. Pour l'instant, parce que c'est un vaccin qui est en cours de validation. Donc vous ne nous donnerez pas non plus le nom du laboratoire, je ne vous pose pas la question. Certainement pas. On a appris que le gouvernement a été conseillé par l'agence américaine McKinsey. Ça vous choque ou pas? Certains disent, mais on n'a pas dans l'appareil d'État des gens capables de conseiller. Bon, d'abord, ça serait bien qu'on sache combien McKinsey a pris pour faire ça. D'accord. Première des choses. En général, c'est très bon marché. Ça doit coûter un peu cher. Voilà. Deuxièmement, on voit à quel point tout ça a été bon. Et troisièmement, quand même... Mais moi, le principe même... Attendez, moi j'ai entendu, on nous a, pendant 3 ans, expliqué qu'on était l'ancien monde, qu'il y aurait un monde nouveau, que désormais l'administration marchera bien, que l'État sera efficace. Au bout du compte, je pose la question, est-ce qu'on n'a pas aussi besoin d'hommes et de femmes qui ont un peu d'expérience pour pouvoir gérer le pays, quoi? Mais ma question, c'est est-ce que vous êtes choqué que le gouvernement français ait recours à une entreprise extérieure, une agence de conseil, McKinsey en l'occurrence? Je ne suis pas choqué sur le fait de faire appel à une agence de conseil. Je suis choqué sur le fait qu'on ne soit pas capable de mettre en place une campagne de vaccination qui permette de protéger nos compatriotes et de faire en sorte que notre activité économique puisse repartir le plus rapidement possible. Je pensais que vous auriez pu répondre. On a suffisamment de fonctionnaires pour faire le boulot. Enfin, non, voilà. Vous avez déjà des conseils comme ça? J'ai fait appel simplement à une agence 1 an après la restructuration et la recomposition de la région, puisque nous avons fusionné, pour, en quelque sorte, me dire ce que vous avez fait, est-ce que ça a été bien fait? J'ai fait appel à une compagnie française, etc. Mais mais quand même, c'est-à-dire la fonction
publique, où la fonction territoriale ne suffit pas. Il faut je fusionne 2 régions, je le fais seul, sans aucun cabinet conseil, et je fais appel à un cabinet 1 an plus tard, simplement pour qu'on puisse consulter, voir et me dire est-ce que ce que vous avez fait a été bien fait. D'accord. Voilà. 2 questions pratiques. Passeport sanitaire. Le gouvernement avait annoncé la mise en place d'un passeport sanitaire, il a renoncé. Il a bien fait, c'est dommage. Non, ce que je voudrais, c'est qu'au moins on ait la mise en œuvre des décisions qui sont prises. J'en prends une, par exemple, faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui arrivent sur le territoire national soient réellement testés. Vous ne répondez pas à ma question. Non, mais passeport sanitaire, je pense que ça n'a aucun sens de bâtir un passeport sanitaire. Donc ils ont bien fait de le retirer. Si vous étiez en situation de le faire, vous rouvririez les restaurants. Décidément, j'ai du mal ce matin avec la conjugaison des verbes. Est-ce que vous rouvririez les restaurants ? Je pense qu'il y a tout de même le besoin de savoir exactement comment a évolué l'épidémie durant la période de Noël et du jour de l'an, et de se donner 8 jours, 15 jours pour voir si, en effet, on peut commencer à reconstruire la vie quotidienne et notre vie sociale. Partout ailleurs, on reconfine. Est-ce qu'on peut imaginer, nous, desserrer le confinement ? On peut desserrer le confinement si on constate une chose simple, c'est que nos capacités hospitalières ne sont pas totalement submergées. Le sujet, il est assez simple. Le régulateur de tout ça, c'est est-ce que j'ai suffisamment de places dans les hôpitaux ? Le fait qu'il n'y ait pas de grippe fait que ça libère aussi des places. Et deuxièmement, à partir de là, si je constate que le virus n'augmente pas et que le virus ne retrouve pas une pente très ascendante, je ne vois pas pourquoi je continuerai à fermer les restaurants. Mais que le gouvernement se donne 15 jours pour se dire oui, on va commencer à penser à rouvrir les lieux de culture et les lieux et les restaurants, je pense que c'est tout de même raisonnable. Vous verrez une infographie intéressante dans le Figaro ce matin. Depuis le mois de décembre, le pays où il y a le moins de morts par million d'habitants, c'est la France. Tous les autres pays, l'Angleterre et les États-Unis, qui ont 2 millions de gens vaccinés d'ailleurs, enregistrent un nombre de morts, hélas, épouvantable. Donc le lien entre vaccin et mort peut-être un peu relativisé. Et l'Allemagne, hélas, est aussi en train de connaître une situation difficile. Donc, on est nul en France, mais en fait, les statistiques disent qu'on est moins nul que ça. On n'est quand même pas... attendez, là, vous parlez des statistiques depuis décembre. Au graphisme du Figaro. Mais si vous ajustez, on ne va pas commencer à faire ce genre de comparaison en permanence. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ait été les meilleurs de la classe sur tous les sujets. Pardon de le dire, on nous a expliqué qu'en septembre, on aurait des campagnes de tests qui marcheraient. Il nous fallait 8 jours pour pouvoir être testés et avoir les résultats. Enfin, c'est quand même ça la réalité. C'est ce qu'ont vécu nos compatriotes. Vous êtes président de région, élection régionale annoncée fin juin. Des rumeurs disent les élections pourraient être reportées. Si c'était le cas, ça vous choquerait, Hervé Morin ? Écoutez, pour l'instant, c'est 20 et 27 juin, donc autant que possible, il faut que les élections aient lieu à cette date-là. Ouais. Après, très franchement, est-ce que la démocratie française serait effondrée si les élections étaient reportées ? Je dois avouer que... Alors certes, on a tous envie d'aller en campagne. En plus, la plupart des présidents de région ont fait des sondages qui sont plutôt très bons, donc on a plutôt envie d'y aller. Mais très clairement, s'il fallait que dans 2 mois, l'épidémie soit relancée parce que le virus britannique nous atteint et que la situation est à nouveau compliquée, on ne peut pas considérer que... ces élections régionales et départementales doivent avoir lieu absolument. Dans ce cas-là, il faut être raisonnable et considérer que les élections, on les fera en décembre 2022 ou en mars 2023 après l'élection présidentielle. C'est un débat qui est devant nous. Vous êtes un opposant à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas d'opposant à part Marine Le Pen. Le camp dans lequel vous êtes n'a encore fabriqué aucun opposant. Ça vous inquiète ? Non, absolument pas. Je pense que le temps... On est à 1 an et demi, moins. Oui, on a l'élection présidentielle. Alors, les élections régionales serviront de révélateur très simplement. Clairement, celui qui aura gagné l'élection régionale et qui est lui-même déjà en situation de postuler à la présidentielle. C'est-à-dire, vous pensez à Xavier Bertrand ? Je pense à Xavier Bertrand, je pense à Valérie Pécresse. C'est-à-dire, ils vont être candidats au régional, en fait, pour ne pas exercer le mandat qu'ils demandent, mais pour être candidat à l'élection présidentielle. Et au moins, les choses... C'est curieux. Non, mais Xavier Bertrand, les choses sont affichées. Au moins, les gens des Hauts-de-France savent que s'ils votent pour Xavier Bertrand, ils en font aussi un candidat à l'élection présidentielle. Si vous votez pour moi, c'est pas pour diriger la région, c'est pour être candidat. Mais moi, je suis président de la région, j'ai envie de l'être. C'est curieux comme schéma. Écoutez, au moins, ça
la vertu d'afficher les choses et de les dire. Et c'est quand même mieux qu'Anne Hidalgo qui explique aux Parisiens qu'elle est maire de Paris, rien que maire de Paris, qu'elle ne sera jamais candidate à l'élection présidentielle, et qui 2 mois après fait un bras d'honneur aux Parisiens. Bon. Si la stratégie de vaccination est réorientée, vous pensez que les choses peuvent changer, que le gouvernement peut retrouver un peu de confiance, ou c'est cuit à votre avis? Écoutez, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les Français vivent cette période, et notamment l'épisode vaccinal, avec beaucoup d'accablement, avec ce sentiment de déclassement d'un pays qui ne marche pas, qui est incapable d'organiser les choses comme les autres. Il y a derrière tout ça un profond sentiment d'humiliation d'un pays qui n'est plus en capacité de porter quelque chose qui marche et qui fonctionne, quoi. Voilà, moi c'est hier, ce sentiment-là qui reste toute la journée, et à chaque fois les gens me disaient mais pourquoi on en est là, quoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche plus, quoi? Et ça marche plus parce que on n'a pas un système totalement décentralisé avec des collectivités en capacité de faire, et un système déconcentré où on remet le préfet au cœur du système et non pas un système où tout est décidé à Paris, ce qui fait que tout est thrombosé. C'est ça le sujet. Merci Hervé Morin d'avoir accepté l'invitation d'LCI, et l'info continue sur LCI avec vous, Marie-Aline Melili. Bonjour. Bonjour.